Bonjour à tous. Il y a quelques jours, j'écoutais une interview de Lulumineuse par Charlotte Hoffman, alors j'espère que ça se prononce comme ça. Et elle parlait d'un livre, elle parlait de ce livre-là, euh, Tiahuba, la planète dorée, de Michel Desmarquet. Alors, c'est le seul livre dans ma vie qui m'a été offert par un inconnu que je connaissais depuis 5 minutes et qui m'a dit: Tiens, ça c'est pour toi. J'avais adoré lire ce livre en fait. Donc ça parle d'un voyage en fait, le voyage de Michel Desmarquet qui dit que il y a des extraterrestres qui sont venus le chercher et qui l'ont emmené sur leur planète et du coup il dialogue avec les gens de cette planète. Donc on n'y croit pas, à chacun de voir. Mais moi là, ce qui vibre, c'est que j'ai envie de partager ça avec vous. Surtout que le gars qui m'avait dit, qui m'avait donné ce livre, il m'avait dit, bah en fait, prête-le, fais-le tourner. Puis moi, je ne l'ai pas fait tourner parce que je l'avais trouvé génial et du coup, j'ai pas eu envie de le passer. Et du coup, le partager comme ça avec vous, bah voilà, c'est un petit peu faire suivre sa volonté. Donc, j'espère que vous apprécierez. Et puis, c'est parti. Page 222. Nous prévenons de temps en temps vos experts qu'ils jouent avec le feu. Mais il est important qu'ils ne comptent pas sur notre aide quand des fautes sont commises. Si nous jugeons approprié de tendre une main secourable, nous le faisons. Mais nous ne pouvons pas et nous ne souhaitons pas vous sauver automatiquement d'un désastre. Cela irait à l'encontre de la loi universelle. Tu vois, Michel, l'armement atomique semble jeter la peur dans le cœur des gens de la Terre. Et j'admets que c'est une épée de Damoclès suspendue au-dessus de vos têtes. Mais ce n'est pas le danger réel. Les réels dangers sur Terre, par ordre d'importance, sont d'abord l'argent, puis les hommes politiques, troisièmement les journalistes et les drogues, et quatrièmement les religions. Ces dangers ne sont aucunement liés aux armes nucléaires. Si les gens sur Terre sont balayés par un cataclysme nucléaire, leur être astral ira là où il le doit après la mort, et l'ordre naturel de la mort et de la renaissance sera maintenu. Le danger ne réside pas dans la mort du corps physique, comme le croient des millions de gens. Le danger réside dans la manière dont on vit. Sur votre planète, l'argent est le pire de tous les maux. Essaie maintenant d'imaginer une vie sans argent. Tu vois, dit Tao, qui avait lu mes efforts, tu ne peux même pas imaginer une telle vie. Car tu es pris par le système. Toutefois, il y a à peine 2 heures, tu as vu que le peuple de Mu était capable de subvenir à ses besoins sans dépenser aucun argent. Tu as remarqué, je le sais, que les gens étaient très heureux et hautement avancés. La civilisation de Mu tournait autour de la communauté, à la fois spirituellement et matériellement, et elle prospérait. Bien sûr, tu ne dois pas confondre communauté avec communisme, comme il existe dans certains pays sur Terre. Le communisme, tel que pratiqué sur Terre, est l'élément essentiel de régimes totalitaires plutôt que démocratiques et, en tant que tel, dégradant pour l'homme. Malheureusement, en ce qui concerne l'argent, il est difficile d'aider constructivement sur Terre car votre système tout entier repose dessus. Si l'Allemagne a besoin de 5000 tonnes de laine australienne, elle ne peut pas envoyer en échange 300 Mercedes et 50 tracteurs. Votre système économique ne fonctionne pas de cette manière. Il est par conséquent difficile d'améliorer le système. D'un autre côté, on pourrait obtenir beaucoup de choses par rapport aux politiciens et aux partis politiques. Vous êtes tous dans le même bateau. On peut faire une comparaison très utile entre un pays ou une planète et un bateau. Chaque bateau doit avoir son capitaine. Mais pour bien fonctionner, cela nécessite des compétences et un esprit de coopération parmi les matelots, ainsi que le respect de leur capitaine. Si tout en étant bien informé, expérimenté et prompt à réagir, le capitaine était également sincère et honnête, les chances sont grandes pour lui que son équipage fasse de son mieux grâce à lui.
C'est en fin de compte la valeur intrinsèque du capitaine, indépendamment de ses inclinaisons politiques ou religieuses, qui va déterminer l'efficacité de son action. Imagine, par exemple, qu'un capitaine devait être élu par son équipage, plus pour des raisons politiques que pour ses compétences en navigation et son sang-froid pendant les périodes de danger. Pour mieux imaginer la situation, supposons que nous regardions une élection actuelle. Nous nous tenons sur un pont principal où 150 membres d'équipage sont assemblés avec 3 candidats pour le commandement d'un navire. Le premier est un démocrate, le deuxième un communiste et le troisième un conservateur. Parmi les membres de l'équipage, il y en a 60 de tendance communiste, 50 démocrates et 40 conservateurs. Eh bien, je vais vous montrer que cette affaire ne peut pas être menée de manière correcte. Le candidat communiste est obligé de faire certaines promesses aux démocrates et aux conservateurs s'il veut gagner, parce qu'il n'a la garantie que de 60 votes. Il doit convaincre au moins 16 personnes des autres partis qu'il est dans leur intérêt de l'élire. Mais sera-t-il capable de tenir les promesses qu'il fait? Et bien sûr, la même chose est vraie pour les 2 autres candidats. Si l'un ou l'autre de ces capitaines est en mer, il va toujours trouver qu'un nombre significatif de membres de son équipage est opposé à son commandement. Il y a donc toujours un risque significatif de mutinerie. Bien sûr, ce n'est pas la méthode par laquelle un capitaine obtient son commandement, heureusement. Je souhaitais seulement illustrer les dangers inhérents à une élection de chef sur la base d'une influence politique, plutôt que pour leur capacité à guider les gens honnêtement dans des directions appropriées. Pendant que nous sommes sur ce sujet, je dois souligner un autre point. Quand notre capitaine élu est en mer, il est le seul et unique maître du vaisseau, tandis que, lorsqu'un chef de parti est élu à la tête d'un État, il est immédiatement confronté à un chef de l'opposition. Dès le début de son mandat, que ses décisions soient bonnes ou mauvaises, il sera systématiquement critiqué par un parti d'opposition réclamant son départ. Comment un pays peut-il être correctement gouverné dans un tel système, Michel? Avez-vous une solution? Bien sûr, elle t'a déjà été décrite. La seule solution est de suivre l'exemple du gouvernement de Mu. C'est celle de placer à la tête d'un État un chef dont l'unique but est le bien-être du peuple. Un chef qui n'est pas motivé par une fausse fierté ou un parti et par une ambition pécuniaire personnelle. Pour en finir avec les partis politiques et le ressentiment, les rancunes, la haine qui vont avec. Et de tendre votre main à votre voisin, pour l'accepter et travailler avec lui, peu importe les différends qui vous opposent. Il est après tout sur le même bateau que toi, Michel. Il fait partie du même village, de la même ville, la même nation, la même planète. De quoi est fait la maison qui t'abrite, Michel? De briques, de bois, de tuiles, de plâtre, de clous. En effet. Et de quoi sont faits ces matériaux? D'atomes, bien sûr. Parfait. Maintenant, ces atomes, comme tu le sais, doivent se combiner très étroitement afin de former une brique ou n'importe quel autre matériel de construction. Que se passerait-il si ces atomes se repoussaient l'un l'autre au lieu de s'associer comme ils le font? Une désintégration. Et nous y voilà. Quand vous repoussez vos voisins, votre fils ou votre fille, si vous n'êtes toujours pas prêt à aider même ceux que vous n'aimez pas, vous contribuez à la désintégration de votre civilisation. Et ceci est ce qui se passe sur Terre de plus en plus, à travers la haine et la violence. Prends 2 exemples bien connus de tous sur ta planète qui prouvent que la violence n'est pas une solution. Le premier est Napoléon Bonaparte. Par l'usage des armes, il fut capable de conquérir toute l'Europe et il établit, en tant que chefs nationaux, ses propres frères pour diminuer le risque de trahison. Il est largement accepté que Napoléon était un génie et, en effet, un organisateur et législateur compétent, puisque 200 ans plus tard, la plupart de ces lois existent toujours en France. Mais qu'est-il advenu de son empire, Michel? Il s'est rapidement désintégré, parce qu'il fut établi à travers l'usage des armes. Hitler, de même, a cherché à conquérir l'Europe, et tu sais ce qui est arrivé alors. La violence ne paie pas, et ne paiera jamais. La solution est plutôt dans l'amour et l'évolution des esprits.
As-tu déjà remarqué que partout dans le monde, et en particulier en Europe, vous aviez beaucoup plus de grands écrivains, musiciens et philosophes émergeant au XIXe siècle et au début du XXe? Oui, je crois que c'est vrai. Sais-tu pourquoi? Non. Parce qu'avec l'avènement de l'électricité, le moteur à combustion interne, l'automobile, l'aéroplane et d'autres choses du même genre, les gens de la Terre ont négligé la culture de leur spiritualité et se sont concentrés sur le monde matériel. Maintenant, comme le grand Taora l'a expliqué, le matérialisme constitue l'une des plus grandes menaces pour votre vie présente et vos vies futures. Avec les politiciens, vous avez le problème des journalistes et des reporters. Il y en a certains parmi eux, mais malheureusement rares, qui essaient de faire leur travail, de diffuser l'information honnêtement et sincèrement, écoutant soigneusement leurs sources. Mais nous sommes extrêmement alarmés de voir que la plupart d'entre eux ne cherchent que le sensationnalisme. Vos stations de télévision, ainsi, diffusent de plus en plus de scènes de violence. Si ceux qui sont responsables étaient obligés d'étudier la psychologie avant d'être capables d'assumer des responsabilités aussi graves, une étape dans la bonne direction aurait été entreprise. Vos reporters semblent chercher et même se repaître des scènes de violence, de meurtre, de tragédie et de désastre. Nous sommes malades de leur comportement. Les dirigeants d'un pays, les journalistes, en fait, tous ceux qui, par leur position, sont capables d'exercer une influence sur le peuple, ont une énorme responsabilité envers des millions de gens qui ne sont ni plus ni moins des créatures semblables à eux. Trop souvent, même ceux qui ont été élus dans leur position par le peuple oublient les obligations qu'ils ont à leur égard. Jusqu'à quelques mois avant une nouvelle élection, quand il leur arrive que les gens soient insatisfaits et pourraient ne pas les réélire. Mais ce n'est pas le cas des journalistes, puisqu'ils n'ont pas inspiré la confiance des gens afin d'obtenir leur poste. Et pourtant, ils ont un pouvoir similaire d'influencer en bien ou en mal. En effet, ils sont capables de faire beaucoup de bien quand ils alertent l'attention du public d'un danger et d'une injustice. Et ceci devrait être leur principale fonction. Pour en revenir, pour des gens d'un profil aussi élevé de comprendre et d'appliquer la psychologie, je te donnerai un bon exemple pour illustrer ce que je veux dire. À la télé, nous voyons la nouvelle suivante. Un jeune homme vient de prendre une arme et a tué 7 personnes, y compris 2 femmes et 2 jeunes enfants. Le reporter montre des flaques de sang et les corps ajoutant que le meurtrier a imité le style d'un acteur bien connu pour ses rôles violents dans les films. Et le résultat? Le meurtrier va être fier de lui-même. Il n'a pas seulement obtenu une notoriété nationale, il a aussi été comparé à l'un des héros les plus populaires des films modernes violents. Mais au-delà de ceci, un autre fou du même genre qui voit ce reportage et entend les commentaires des journalistes qui accordent une attention injustifiée à ce crime odieux, sera inspiré à chercher son propre moment de gloire nationale. Une telle personne est en général en échec, quelqu'un de réprimé, de frustré, d'inhibé, quelqu'un d'ignoré, qui cherche la reconnaissance. Il vient juste de voir le reportage et il connaît toute la violence qui est montrée, et parfois exagérée, par les reporters télé et les journalistes. Peut-être que son image va apparaître à la une de tous les journaux, et pourquoi pas? Ensuite, il ira devant les tribunaux, et peut-être qu'il sera fait référence à lui avec un nom tel que Jack l'Éventreur ou l'Étrangleur avec le gant violet. Il ne comptera plus parmi des mortels ordinaires. Le mal qu'un compte-rendu aussi irresponsable peut faire est inimaginable. L'insouciance et l'irresponsabilité ne sont pas des qualités apparentes dans les nations civilisées. C'est pourquoi, je dis, sur Terre, vous n'avez même pas atteint la première lettre du mot civilisation. Alors, quelle est la solution? Pourquoi poses-tu une telle question, Michel? Tu as été choisi parce que nous savons comment tu penses et que je sais que tu connais la réponse à ta question. Néanmoins, si tu insistes, tu vas l'entendre de ma bouche. Les journalistes, reporters et quiconque dont la fonction est de diffuser l'information ne devraient pas consacrer plus de 2 à 3 lignes à de tels cas de meurtre. Ils pourraient simplement dire « Nous venons d'apprendre le meurtre de cette personne par un fou irresponsable. Ce meurtre s'est produit à tel ou tel endroit
et c'est un événement regrettable dans un pays qui se considère comme civilisé. Point final. Ceux qui cherchent leur jour ou leur semaine de gloire écarteraient certainement le meurtre comme moyen d'y parvenir, si leurs efforts recevaient si peu de publications en retour. N'es-tu pas d'accord ? Que devrait-il y avoir dans les reportages ? Il y a tellement de choses qui valent la peine d'être montrées. Des reportages sur des événements qui valent la peine, qui améliorent la psyché des gens, de la Terre, plutôt que de faire un lavage de cerveau aussi négatif. Rapporter des faits comme de risquer sa vie pour sauver un enfant qui se noyait, par exemple, ou l'aide apportée aux pauvres pour améliorer leur sort. Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je suis sûr que la circulation des journaux dépend des nouvelles sensationnelles qu'ils contiennent. Et nous y voilà, de retour à la racine de tout mal que j'ai mentionné auparavant, l'argent. C'est la malédiction qui sape votre civilisation entière, et pourtant, dans ce cas particulier, la situation pourrait être inversée si ceux qui étaient responsables étaient motivés pour changer. Sur n'importe quelle planète, les pires dangers pour l'humanité sont en définitive de nature psychologique plutôt que matérielle. Les drogues, de même, affectent la psyché de l'individu. Elles ne ruinent pas seulement la santé physique, elles inversent également le processus d'évolution universelle de l'individu. En même temps qu'elles induisent des états d'euphorie ou paradis artificiels, elles attaquent directement le corps astral. Je vais expliquer cela, car c'est d'une grande importance. Il n'y a que deux choses qui peuvent endommager le corps astral: les drogues et les vibrations occasionnées par certains genres de bruit. En ne considérant que les drogues, il faut comprendre qu'elles ont une influence qui est totalement contre nature. Elles enlèvent le corps astral vers une autre sphère où il ne devrait pas être. Le corps astral devrait être soit dans un corps physique ou avec son moi supérieur dont il fait partie. Quand un individu est drogué, son corps astral est comme endormi en exprimant des sensations artificielles qui déforment complètement son jugement. C'est la même situation qu'un corps physique pendant une opération. Si vous voulez, c'est comme un outil que nous tordons ou cassons si nous l'utilisons mal ou pour une tâche pour laquelle il n'est pas fait. Selon la longueur du temps où une personne est sous l'influence des drogues, son corps astral va décliner, ou plus exactement, va être saturé de fausses données. La récupération pour le corps astral peut prendre différentes vies pour cette raison. Michel, les drogues devraient être évitées à tout prix. Revenons-en au problème de ta planète, Michel. La solution dépend de l'amour, pas de l'argent. Cela requiert que les gens s'élèvent au-dessus de la haine, du ressentiment, de la jalousie et l'envie. Et chaque personne, qu'il s'agisse d'un balayeur ou le chef d'une communauté, fasse passer son voisin avant soi-même, en lui proposant de l'aide en toutes circonstances. Chacun a besoin, à la fois physiquement et mentalement, de l'amitié de son voisin. Pas seulement sur votre planète, mais sur toutes les planètes. Page 241. À la demande du grand Taora, je suis venu de la planète X, une planète qui ressemble à la vôtre à bien des égards. Elle est 2 fois plus grosse que la Terre avec 15 milliards d'habitants, mais comme la Terre et d'autres planètes de la première catégorie, est une planète de misère. Nos problèmes sont plus ou moins les mêmes que les vôtres. Nous avons connu 2 holocaustes nucléaires pendant notre existence sur notre planète, et nous avons connu des dictatures, le crime, des épidémies, des cataclysmes, un système monétaire et tout ce qui y est associé, les religions, les cultes et autres choses. Néanmoins, il y a 80 de nos années, notre année dure 402 jours de 21 heures, nous avons engagé une réforme. En fait, la réforme fut mise en place par un groupe de 4 personnes d'un petit village sur la côte de l'un de nos plus grands océans. Ce groupe comprenait 3 hommes et une femme, prêchèrent la paix, l'amour et la liberté d'expression.
Ils voyagèrent à la capitale de leur pays et demandèrent une entrevue avec les dirigeants. Leur requête fut rejetée, car le régime était dictatorial et militaire. Pendant 6 jours et 5 nuits, les 4 dormirent devant les grilles du palais sans rien manger et ne buvant qu'un peu d'eau. Leur persévérance attira l'attention du public, et le 6e jour, une foule de 2000 personnes s'était rassemblée devant le palais. Avec des voix faibles, les 4 prêchèrent à la foule de s'unir dans l'amour et de changer de régime. Jusqu'à ce que des gardes mettent fin à leur sermon en tirant sur les 4 et en menaçant de tirer sur des personnes dans la foule s'ils ne se dispersaient pas. C'est ce qu'ils firent rapidement par pure peur des gardes. Néanmoins, une graine avait été semée dans l'esprit des gens. À la réflexion, des milliers d'entre eux en vinrent à réaliser que, sans une compréhension pacifique, ils étaient impuissants, absolument impuissants. Le mot passa parmi les gens, riches et pauvres, employeurs et employés, ouvriers et contremaîtres. Et un jour, 6 mois plus tard, la nation tout entière s'arrêta. « Que voulez-vous dire par s'arrêta » demandai-je. Les centrales nucléaires s'arrêtèrent, les systèmes de transport s'arrêtèrent, les autoroutes furent bloquées, tout s'arrêta. Les fermiers ne livraient plus leur production. La radio et la télévision cessèrent d'émettre. Les systèmes de communication s'arrêtèrent. La police était impuissante en face d'une telle unité, car en quelques heures, des millions de gens avaient rejoint le cessez-le-travail. Il semblait que, pendant ce jour, les gens avaient oublié leur haine, jalousie, différence d'opinion, en s'unissant contre l'injustice et la tyrannie. Une force de police et une armée est faite d'êtres humains. Et ces humains avaient des connaissances et des amis parmi la foule. Il n'était plus du coup question de tuer 4 individus subversifs. Des centaines de milliers auraient été tués juste pour libérer une centrale énergétique. Face à la détermination du peuple, la police, l'armée et le dictateur furent forcés de capituler. Les seuls morts qu'il y eut pendant cet incident étaient les 23 fanatiques que comprenait la garde personnelle du tyran. Les soldats étaient obligés de tirer sur eux pour l'atteindre. « Fut-il pendu » demandai-je. Arki sourit. « Pourquoi ? Non, Michel. Les gens en avaient assez de la violence. À la place, il fut déporté dans un endroit où il ne pourrait plus faire de mal, et, en fait, leur exemple inspira sa réforme. Il retrouva le chemin de l'amour et du respect pour la liberté individuelle. Il est finalement mort en se repentant de tout ce qu'il avait fait. Maintenant, c'est la nation qui a le plus de succès sur notre planète. Mais, comme sur la vôtre, il y a d'autres nations sous la domination de régimes totalitaires violents, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider. Nous savons que tout ce que nous faisons dans cette vie est un apprentissage, nous offrant la possibilité d'évoluer vers une meilleure existence, et même nous libérer pour toujours de nos corps physiques. Page 181, donc ça parle du système politique de la civilisation de Mu. Ils avaient depuis longtemps découvert que la seule façon de gouverner correctement un pays était de placer à la tête du gouvernement 7 hommes intègres ne représentant aucun parti politique, mais qui étaient sincèrement dévoués à faire de leur mieux pour leur nation. Parmi les 7 se trouvait le juge suprême, dont le vote au conseil en valait 2. S'ils étaient 4 contre lui et 2 pour lui sur une question en particulier, ils étaient dans une impasse et il s'ensuivait des heures ou des jours de débat jusqu'à ce qu'au moins l'un des 7 soit convaincu de modifier son vote. Ce débat était conduit dans un contexte d'intelligence, d'amour et d'intérêt pour le peuple. Ces hauts personnages ne retiraient pas de grands bénéfices à diriger la nation.
C'était leur vocation de diriger et ils le faisaient pour l'amour de servir leur pays. Ceci évitait le problème que des opportunistes ne se cachent parmi les dirigeants. On ne peut pas dire la même chose de nos dirigeants nationaux maintenant, fis-je remarquer, avec une pointe d'amertume. Où trouve-t-on de tels hommes? La procédure était la suivante. Dans un village ou un district, un homme intègre était élu par référendum. Personne n'ayant eu une mauvaise conduite ou une tendance au fanatisme connue ne pouvait être choisi. L'élu devait avoir démontré son intégrité à tous les niveaux. Il l'envoyait ensuite vers la ville la plus proche, parmi d'autres représentants de villages avoisinants, et là se tenaient d'autres élections. Par exemple, s'il y avait 60 villages, il y aurait 60 hommes élus par le peuple pour leur intégrité, et non pas pour les promesses qu'ils avaient faites, mais ne pouvaient pas tenir. Des représentants de toute la nation se rencontraient dans la capitale. Ils se divisaient en groupes de 6, et chaque groupe se voyait attribuer une salle de réunion dédiée. Pendant les 10 jours suivants, le groupe restait ensemble, à discuter en partageant les repas, à jouir de spectacles, et finalement, ils élisaient un chef de groupe. Ainsi, il y avait 60 représentants divisés en 10 groupes. Alors, il y aurait 10 chefs de groupe. Parmi ces 10, 7 seraient élus par le même procédé. Et parmi les 7 émergerait finalement un chef suprême. Il recevrait le titre de roi. C'était donc un roi républicain, dis-je. Tao sourit à ma remarque. Et là, Tunussi fit une légère grimace. Le roi était élu de cette façon uniquement si son prédécesseur mourait sans avoir désigné un successeur, ou si le successeur n'était pas unanimement accepté par le conseil des 7. Il recevait le titre de roi en premier lieu parce qu'il était le représentant sur terre du grand esprit, et en second lieu parce que 9 fois sur 10, il serait le fils ou un proche parent du roi précédent. Un peu comme la méthode romaine alors. Oui, en effet. Cependant, si ce roi manifestait la moindre tendance à la dictature, il était renversé par son conseil des pairs. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces extraits. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas perdu espoir que sur Terre, on arrive à aller vers plus de paix, plus d'amour, plus de liberté et plus de respect des opinions des uns des autres. Donc, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.